l'université devrait travailler beaucoup plus sur l'employabilité des étudiants que nous sommes en train d'envoyer sur le marché du travail. Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur le site universitaire de l'université officielle de Bukavu, IOB en sigle. L'objectif, c'est la couverture médiatique de la conférence organisée par les étudiants de la faculté des médecines de cette université étatique. Et pour ce faire, après, bien entendu, une intervention de la part d'un médecin qu'on appelle Roland Luandiko, qui est médecin en spécialisation de la médecine interne. Nous le recevons dans notre émission Fauteuil scientifique. Docteur, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci importé pour promouvoir la science. Bien entendu, dans votre intervention, lors de la conférence organisée par les étudiants en médecine, vous aviez focalisé votre intervention sur la prise en charge des hémorragies digestives. Ah ouais, plus d'un internaute ou plus d'un étudiant peut-être qui ne fait pas la médecine pourrait se poser la question: à quoi consiste d'abord l'hémorragie digestive? Oui, en des termes simples, tout le monde a étudié l'anatomie à l'école primaire, secondaire dans nos milieux. Alors, lorsqu'on a tout saignement qui a comme origine les types digestifs, là, on dit qu'il y a hémorragie digestive. Alors, de manière simple, l'hémorragie digestive, c'est tout saignement dont l'origine se trouve au niveau du type digestif. C'est ça vraiment. Alors, dans les entités, là, nous avons une forme qui est haute et une forme qui est basse. Et sur le plan anatomique, l'hémorragie digestive haute, c'est toute hémorragie qui est située en rond de ce qu'on va appeler l'angle de Treys. Et toute hémorragie qui vient au niveau du type digestif en bas de l'angle de Treys, nous disons que c'est une hémorragie digestive basse. Okay. Voilà un peu. Et lorsque vous parlez de l'hémorragie digestive haute, cette hémorragie est plus souvent retrouvée chez qui? Entre l'homme et la femme? Oui, c'est sur le plan épidémiologique, c'est une hémorragie qui est plus trouvée chez l'homme, chez les sexes masculins. Et c'est tout un homme vraiment très âgé, un âge là déjà supérieur à 65 ans, c'est l'âge qui est le plus incriminé, mais tout le monde peut être atteint. Ça dépendra aussi des facteurs de risque. Mais le côté épidémiologique expose plus les hommes que les femmes et les gens plus âgés que les jeunes pour attraper les hémorragies digestives hautes. Certes que par rapport à la statistique bien entendu, de l'hémorragie digestive haute au niveau international, national et local. Avez-vous les chiffres? Oui, par rapport aux estimations mondiales, il y a plusieurs études qui ont été faites dans beaucoup de pays dans le monde. Et les chiffres, il y a vraiment une incidence qui a été élevée autour de 150 cas pour 100 000 habitants dans des régions qui ont été évaluées. Et actuellement, c'est vrai, il y a vraiment une incidence qui est en diminution, grâce bien sûr à l'amélioration de la prise en charge des ulcères par les inhibiteurs de la pompe à proton, mais aussi l'éradication à Helicobacter pylori au niveau digestif. Ça, vraiment, ça a amélioré un peu. Mais aussi, il y a vraiment un risque de mortalité qui est très élevé, autour de 4 à 15%. Et tout patient qui a fait un saignement, il a un risque de récidive qui est évalué autour de 5 à 15%. Voilà un peu ce qui est dit sur le plan épidémiologique. Et au niveau local, n'avez-vous pas quel chiffre ou bien une statistique un peu estimative? Alors au niveau local, on n'a pas vraiment tous les chiffres possibles. Seulement, on a beaucoup, il y a encore des études qui sont en cours, qui ne sont pas encore jusque-là publiées et acceptées. Donc on ne peut pas se permettre de dire qu'il y a vraiment tel chiffre par rapport à notre contexte ici à Bukavu, aux cliniques universitaires de Bukavu. Mais d'ici là, on aura peut-être une statistique qui sera bien précisée. Mais dans notre fréquence, en tout cas, on a plusieurs cas qu'on reçoit habituellement aux urgences. Parce qu'on ne peut pas faire 2 semaines sans avoir un cas d'hémorragie digestive haute. Ce sont vraiment des cas urgents et très fréquents. Mais on n'a pas un chiffre bien précis dans notre contexte qu'on peut exposer au public et dire que c'est ça, voilà la fréquence. En tout cas, on n'en a pas jusque-là. Ce sont des études qui sont en cours et j'espère d'ici là, dans quelques années, on aura de précision. Voilà. Mais aussi, docteur, lorsque vous étiez en train d'intervenir, c'était en face d'un public scientifique, bien entendu, les étudiants, d'autres praticiens de la médecine, bien entendu. Alors, vous avez parlé des diagnostics, le risque, et vous aviez évoqué une question de démarche. Quelles sont les démarches ou quelles des sortes de démarches que vous
comptez ou vous mettez en place, vous, dans le secteur médical? Alors, parce que c'est vraiment un diagnostic urgent, donc il faut une prise en charge urgente. Et devant une hémorragie digestive haute, il faut se poser 3 questions essentielles. D'abord, la première, est-ce que c'est vraiment une hémorragie digestive? C'est d'abord la première question. La deuxième, est-ce que cette hémorragie est grave? Et en troisième lieu, on va essayer de savoir quelle est la cause de cette hémorragie. Alors, pour savoir si c'est une hémorragie digestive, on a quelques démarches qu'on fait. On peut soit procéder par l'interrogatoire. Et là, on discute avec le malade, on lui pose des questions. Le malade il dit, oui, j'ai vomi du sang, j'ai trouvé du sang dans les selles. Ça, c'est le malade qui le dit. Ou nous-mêmes, on peut le confirmer avec peut-être un toucher rectal. Si le malade rapporte qu'il a émis du sang au niveau anal, on peut faire un toucher rectal. Ou on peut faire une endoscopie pour rechercher s'il n'y a pas de traces de sang dans les tubes digestifs. Ce sont des éléments qui peuvent se faire. Et ça nous aide quand même à avoir un diagnostic sur le plan clinique. Et ça nous permet, on confirme, oui, le patient il a saigné. Mais sans oublier qu'il faut toujours faire un diagnostic différentiel parce qu'un patient peut avoir d'autres saignements qui ne sont pas dans la définition d'une hémorragie digestive haute. Par exemple, un patient peut faire une épistaxis, peut saigner par le nez. Un patient peut faire une hémorragie d'origine ORL, ça peut arriver. Un patient peut avoir une maladie hémorroïdaire, il peut saigner par l'anus. Un patient peut avoir une fissure anale et il peut saigner. Et dans notre contexte actuellement, comme nous sommes dans une étape épidémiologique avec la maladie à virus Ebola, un malade peut venir avec la maladie à virus Ebola, une fièvre hémorragique. On ne va pas dire qu'il fait une hémorragie digestive. Il faut vraiment confirmer cela. Après avoir confirmé, la deuxième question, est-ce que cette hémorragie est grave? Est-ce qu'elle est grave, cette hémorragie? Alors, il y a plusieurs critères qui ont été établis par plusieurs sociétés savantes pour savoir est-ce que l'hémorragie est grave ou pas, mais on se focalise beaucoup plus sur les signes des états de choc. Le malade peut venir avec un tableau de l'état de choc et une fréquence cardiaque très élevée qui est le signe très précoce, donc une tachycardie. Ça peut s'accompagner d'une hypotension artérielle ou des signes de bas débit en périphérie. Un patient avec des marbrures et un patient qui a des extrémités très froides où on prend le temps de recoloration capillaire qui est au-delà de 3 secondes, ça fait vraiment orienter. Un patient qui a une insuffisance rénale avec une oligoanurie n'arrive pas à émettre assez d'urine, ou soit un malade qui est dans un trouble de conscience, il est désorienté. Tout ça, ce sont des signes qui nous orientent vers une gravité d'une hémorragie digestive. Quels sont les critères? Voilà, ce sont des critères. Pour détecter si réellement c'est l'hémorragie digestive. En tout cas, tout clinicien doit poser ce diagnostic là-bas et il est capable de savoir si c'est grave ou pas. Ce sont des critères très simples qu'on ne peut pas louper. Et lorsque vous aviez constaté cela, en termes de démarche et de diagnostic, la prise en charge, elle est vraiment urgente. Vraiment urgente. On n'a pas besoin d'attendre toutes les étiologies. Comme on a dit que c'est la troisième question à se poser, c'est quoi la cause? Il y a des causes bien connues, sauf qu'en urgence, souvent, on n'a pas tous les stigmates possibles pour dire que ça, c'est telle cause. Tout à fait. On n'a pas vraiment toute cette précision. Mais il y a 2 causes qui sont plus fréquentes. Par exemple, une hémorragie ulcéreuse, un ulcère au niveau de l'estomac, ça peut saigner. C'est la cause la plus fréquente. Ou soit ça peut être une rupture des varices œsophagènes. Et dans ce contexte-là, si on est devant cette situation, nous, on se dit, est-ce que c'est une hémorragie qui est variqueuse ou non variqueuse? Variqueuse, ça veut dire qu'il y a des varices qui ont rupturé. Non variqueuse, il y a juste un vaisseau en sous-muqueux quelque part dans le tube digestif qui a saigné. Et dans ce cas, on doit avoir beaucoup plus de réflexes. Alors, quels sont les signes qui peuvent démontrer dans la communauté, surtout ceux-là qui n'ont pas étudié la médecine? Alors, c'est très difficile pour ceux qui n'ont pas étudié de savoir la cause principale, parce que souvent, ils seront un peu perdus. Mais eux, tous, ils peuvent identifier une hémorragie digestive au quartier. Tout le monde peut voir, et c'est très simple, avec des signes d'alerte, comme on l'a dit. Tu touches quelqu'un qui saigne, qui vomit du sang, tu le touches, vraiment, il est très froid, tout le corps est froid, et vous voyez qu'il commence à perdre connaissance, à avoir des désorientations. Ça, ce sont des simples signes que les gens au quartier peuvent voir. Mais quand il arrive à l'hôpital, le médecin a toutes les possibilités de déclencher tous les autres critères de gravité. Alors, le médecin peut avoir une idée. Est-ce que c'est variqueuse ou non variqueuse? Il y a des stigmates qui peuvent orienter si c'est vraiment des ruptures œsophagènes. On peut chercher les signes de l'hypertension portale. Par exemple, un malade peut venir avec une ascite, de l'eau dans la cavité péritonéale. Un malade peut venir avec une circulation collatérale au niveau de l'abdomen. Un malade peut venir avec une splénomégalie. Ou quand nous allons faire un hémogramme, on va trouver qu'il a une pancytopénie. Ce sont des signes qui orientent vers un hypersplénisme. Et ça, ce sont des critères qui peuvent orienter vers, ou c'est un malade qui a une cirrhose hépatique bien connue. Voilà, ça nous oriente vers une rupture des varices œsophagènes.
Alors, Mais s'il docteur, vient, il n'y a pas tout ça. étant on peut donné passer avec ça. étant Oui. donné que l'hémorragie digestive haute est d'une urgence vitale, Ouais. alors, quelle est la prise en charge thérapeutique? La prise en charge thérapeutique, comme j'ai dit, le premier moment 20, c'est la réanimation. On doit d'abord réanimer le malade. On fait un traitement étiologique et un traitement spécifique. Alors, la réanimation, il faut vraiment installer le malade aux urgences, aux soins intensifs. Il faut vraiment le mettre dans de bonnes conditions, évaluer son état hémodynamique. Le malade ne doit rien prendre dans la bouche pendant 24 heures. Il faut laisser les types digestifs au repos parce qu'on aura peut-être besoin de faire une endoscopie dans les 12 à 24 heures qui suivent. Et on va regarder est-ce que le malade n'a pas une détresse respiratoire. Si le malade désature, on doit le placer sous oxygène pour ne pas perdre le temps. Si le malade a un état de choc, il faut faire un remplissage. D'abord, on fait 2 abords veinés de gros calibre, plat des abords veinés pour assurer le remplissage. Est-ce qu'on fait un remplissage vasculaire? Il y a plusieurs études qui ont aussi des discussions. Est-ce qu'on met le malade sous cristalloïde ou sous colloïde? Alors, il y a certains qui disent que s'il n'y a pas hypertension portale, on peut mettre les malades sous cristalloïde. S'il y a hypertension portale, on met les malades sous colloïde. Donc, de l'albumine, on peut perfuser parce que ça peut être un problème hépatique, un patient qui a une hypoalbuminémie. Et on peut transfuser parce que c'est un malade qui a vomi, qui a perdu du sang. Soit il a vomi du sang, il a émis du sang. Il faut le transfuser. Mais la transfusion n'est pas systématique pour une hémorragie digestive haute. Donc, il faut d'abord regarder les critères. On veut un patient qui ait une hémoglobine inférieure à 8 grammes par décilitre. Là, c'est une indication de faire une transfusion. Alors, si on est devant une hypertension portale, la transfusion n'est pas systématique. Parce que la transfusion aussi peut aggraver l'état hémodynamique du malade en augmentant la pression au niveau des varices et ça peut saigner. Alors, si on veut prendre l'hémoglobine entre 8 à 9 grammes par décilitre, si le patient a une hypertension portale, on ne transfuse pas. Alors, si on est en dessous de 8, chez un patient avec une hypertension portale, on peut transfuser, mais il faut vraiment y aller très mollo, très lentement, avec une grande, prendre beaucoup d'heures à transfuser pour ne pas augmenter la pression. Mais si un patient a d'autres comorbidités cardiovasculaires, des maladies du cœur, une fatigue du myocarde, une insuffisance cardiaque, on va maintenir l'hémoglobine au-delà de 10 grammes par décilitre. Inférieur à ça, c'est une indication de transfusion. La matière, elle est très vaste, très grise d'ailleurs. Nous pensons que nous aurons encore le temps de vous inviter dans notre mission Fauteuil Scientifique pour aller au-delà de ce que vous aviez dit aux étudiants lors de cette conférence organisée par les étudiants en faculté de médecine de l'université officielle de Bukavu. Nous signalons à tous les téléspectateurs et internautes que vous êtes médecin en spécialisation dans la médecine interne. Vous étiez parmi les intervenants lors de la conférence organisée par les étudiants de la faculté de médecine de l'université officielle de Bukavu. C'est par ici que nous mettons un terme à notre émission Fauteuil Scientifique pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement pour un autre numéro. Merci. L'université devrait travailler beaucoup plus sur l'employabilité des étudiants que nous sommes en train d'envoyer sur le marché du travail.